Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 20 septembre. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et le titre de l'épisode du jour s'intitulera « Mais qui gouvernera l'Amérique fin janvier 2017 ?» Ou au fait, qui la gouverne déjà ? Nous allons commencer tout d'abord par évoquer les théories diverses qui circulent sur ce que pourrait nous annoncer demain, non pas la Fed, mais la Banque centrale du Japon, parce que elle devrait faire quelque chose. Et l'idée, c'est que face à l'écrasement de la courbe de taux, qui est très gênante pour les banques, puisque l'activité bancaire, comme vous le savez, est une activité de transformation. On emprunte court, pas cher, pour prêter long, plus cher. Donc l'idée serait effectivement de maintenir les taux négatifs à court terme, mais par le jeu des anticipations, pousser les taux longs à remonter un peu, à repasser positif, et ce qui permettrait donc aux banques de retrouver des marges. En ce qui concerne la Fed, qui donnera aussi demain la ligne directrice de sa stratégie. Bon, elle va laisser probablement son taux inchangé dans l'immédiat, sauf à créer une énorme surprise et un choc psychologique extrêmement négatif et destructeur pour les marchés, mais elle pourrait annoncer un potentiel durcissement ou une accélération de ces opérations de normalisation en 2017. Ce qui ne lui coûte rien en fait, puisqu'après le 8 novembre, c'est-à-dire après au soir des présidentielles, eh bien le tableau pourrait changer. Et il pourrait tellement changer que la Fed serait contrainte à ce moment-là de dire, compte tenu des nouvelles conditions politiques face aux incertitudes, face à une réaction épidermique et très négative de Wall Street, non, on ne peut pas monter les taux déjà. Le 15 décembre, ça serait rajouter de l'huile sur le feu. Donc la Fed, en durcissant le ton demain, ne s'engagera à rien. Et il lui sera évidemment beaucoup pardonné. Alors évidemment, oui, la Fed se déterminera en fonction du résultat des élections du 8 novembre. Et imaginons que Donald Trump soit en tête. C'est pas l'option que souhaite Wall Street, naturellement, qui est à fond derrière Hillary Clinton, mais peut-on véritablement aujourd'hui exclure cette hypothèse ? Eh bien, il semblerait par exemple qu'au Pentagone, on ne l'exclut plus totalement. Je m'explique. Et désolé, la géopolitique c'est parfois un petit peu compliqué. Donc hier, je vous parlais des frappes américano-anglo-australiennes sur une position tenue par les troupes syriennes depuis des mois à Deir Ar-Zor. Alors, je vous disais que ces frappes, évidemment, n'étaient pas accidentelles, ce n'était pas une erreur, ce n'était pas, évidemment, mon opinion. Un député britannique, du nom de Peter Ford, a qualifié l'opération, auquel donc l'aviation britannique a participé, a qualifié donc d'acte des plus honteux jamais commis depuis le début des opérations en Syrie. Peter Ford n'a été démenti ni par Theresa May, la première ministre, ni par Boris Johnson, qui est le ministre des Affaires étrangères, et qui est évidemment visé par les déclarations de Bachar al-Assad parlant d'une agression. D'autre part, la thèse selon laquelle les bombardements se seraient arrêtés dès que le commandement américain aurait su que par erreur on bombardait des Syriens est faux, puisque l'on sait que 20 minutes après l'envoi d'un message des avions, une nouvelle rotation est venue pour finir de nettoyer le terrain. En plus de ça, vous le saviez, les Américains et les Russes avaient négocié une trêve d'une semaine, et donc il n'y avait depuis une semaine aucun bombardement sur Deir Ar-Zor, et encore moins de raison de bombarder une position tenue par les Syriens. Alors,
Dans le mensonge officiel, il faut décrypter. Oui, parce qu'un mensonge officiel, ce n'est qu'un mode de communication à part entière de la diplomatie. Alors, ce qui était très intéressant hier, c'était, on va dire, la riposte de la secrétaire d'État américaine à la Défense, accusant les Russes de monter en épingle cette affaire. C'était juste une 60aine de morts et une centaine de blessés, l'incident le plus grave depuis le début du conflit en Syrie. Mais surtout, la secrétaire d'État expliquait que finalement l'armée syrienne avait beau jeu de se plaindre, dans la mesure où depuis 4 ans, elle bombarde les populations civiles sans que les Russes ne protestent jamais. Autrement dit, le bombardement de samedi, c'était en quelque sorte récompenser l'armée syrienne pour l'ensemble de son œuvre. Bref, elle a écopé à Deir Hazor, elle a écopé pour l'ensemble des exactions commises ailleurs en Syrie et que personne ne conteste. Alors maintenant, la grande question c'est, est-ce que c'est la Maison-Blanche qui a endossé cette frappe, en la qualifiant d'erreur? Est-ce que c'est la Maison-Blanche qui a commandité l'opération? Là, les avis divergent beaucoup. Il est bien difficile de produire une réponse tranchée. Alors non, ce n'était pas une erreur, non, ce n'est pas une bavure, mais qui a donné l'ordre? Et là, on s'aperçoit que le commandement militaire au Qatar a une certaine latitude pour décider des opérations qui vont être menées sur le sol irakien et sur le sol syrien. Et donc, ça pourrait être un des responsables du commandement qui aurait donné l'ordre sans en référer au Pentagone. Ensuite, une fois que c'est fait, la Maison-Blanche, évidemment, ne peut pas faire autrement que de dire c'était une erreur, car on ne peut surtout pas dire que l'on ne maîtrise pas ou que l'on ne commande pas réellement à l'ensemble des forces qui interviennent en Syrie ou en Irak. Alors, qui aurait donné l'ordre? Un des faucons que j'évoquais hier du Pentagone, qui, depuis des années, suit la même doctrine qui consiste effectivement à s'opposer par tous les moyens à la Russie et à lui faire quitter le sol syrien de façon à ce que l'OTAN ait un monopole absolu sur la zone, puisqu'aujourd'hui les Russes possèdent une seule base au Proche-Orient, qui est celle de Tartous, et qui leur permet donc de mener aujourd'hui les opérations sur le sol syrien. Quant à Deir Hazor, c'est un nœud de communication absolument crucial, puisque si Deir Hazor était libéré, on pourrait rétablir l'axe Damas-Bagdad-Téhéran, ce dont évidemment les Américains et surtout les faucons néoconservateurs ne veulent à aucun prix, puisque la prochaine cible après Bachar al-Assad, on le sait, c'est l'Iran. Voilà, donc c'était pour détailler un petit peu plus l'affaire du bombardement des unités syriennes samedi et montrer que finalement, même aux États-Unis, c'est parfois difficile de savoir qui commande vraiment, qui donne les ordres. Quant à endosser la responsabilité, évidemment, ça ne pouvait être que la Maison-Blanche.